Ce vendredi 31 janvier 2025 à la Bibliothèque d'Hermillon s'est déroulée la présentation de la sélection du prix littéraire Rosine Perrier 2025. On y retrouve tout de suite Céline Guettaz. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle sélection. Donc, je vais faire une petite rétrospective de 2024. On avait eu 5089 bulletins de vote. Autant vous dire qu'on a passé quelques heures à éplucher et à comptabiliser. En 2023, on en avait 4135. Et donc en 2024, on avait 145 bibliothèques participantes de Savoie et Haute-Savoie qui ont déterminé Louise May, donc la lauréate pour Petite Salle, qui n'a pas pu venir parce qu'elle avait mal au dos, chez Jean-Claude Lattès. Nous, on a eu, vous les lecteurs, vous m'avez donné 147 bulletins de vote quand même. Donc c'est aussi un record parce que ça augmente chaque année. Donc cette année, on a 12 romans comme d'habitude, on a 9 autrices, 3 auteurs hommes du coup, 11 maisons d'édition différentes, et en majorité des petites et des récentes maisons d'édition, parce que l'objectif du prix, de la sélection du prix littéraire, c'est de faire découvrir aux bibliothécaires des auteurs moins tête de gondole, on va dire, et moins connus. On a dans la sélection un premier roman. Je voulais quand même préciser que la sélection est portée par la direction de la lecture publique, anciennement Savoie Biblio, donc c'est la direction de la lecture publique de Savoie et Haute-Savoie, qui achète les lots pour les bibliothèques participantes, qui les distribue aux bibliothèques, donc 147, elles achètent 6 livres sur les 12, quitte aux bibliothèques de racheter les 6 autres, et elles financent donc la communication et en partie le prix qu'on remet à l'auteur du Salon du Livre, qui aura lieu les 11 et 12 octobre 2025. Je vais commencer avec L'Ami du Prince, qui est le livre qui est là, qui est édité chez L'Arpenteur, qui est en fait une collection, une sous-collection chez Gallimard. Donc, L'Ami du Prince de Marianne Jaaglé, c'est une agrégée de lettres modernes, auteur de livres et de films documentaires. Il fait 272 pages et c'est son 10e roman. Et là, l'ancrage, c'est Rome, 65 après Jésus-Christ. Donc en fait, il y a des soldats en armes qui arrivent à la villa de Sénèque, le fameux philosophe, porteur d'un ordre de l'empereur, qui lui demande de se donner la mort, de se suicider. Et donc Sénèque, c'est qu'il n'a pas le choix et qui va donc faire cet acte-là, écrit une ultime lettre à son ami Lucilius et qui lui dresse un bilan de sa vie et de ses 15 années, parce qu'il a été auprès de l'empereur, il a été son précepteur, son ami, son conseiller. C'est un livre dans lequel on rentre tout de suite et qui nous happe et qui est vraiment intéressant. Ça se lit très facilement, c'est très bien écrit. Donc les raisons de le lire, c'est que il y a des très belles descriptions de la vie de Rome de cette époque-là. C'est un roman qui nous interroge sur les subtilités du pouvoir et de l'ego. C'est aussi la découverte de la vie de Sénèque. Moi, je ne connaissais pas du tout. Du coup, j'ai découvert sa vie. Et puis, ça fait vraiment la lumière sur un personnage, Néron, l'empereur, un personnage emblématique et énigmatique. On va aussi apprendre à connaître sa maman, qui est une grosse manipulatrice. Enfin, c'est pas comme ça qu'on dit, mais qui manipule et ça va lui coûter cher. Mais voilà, donc ça, c'est L'Ami du Prince. Avec toi, je ne crains rien, d'Alexandre Dwick, chez Actes Sud. Donc Alexandre est un journaliste, il est né en 69, il est auteur et enseignant. C'est un livre qui fait 208 pages et on va se retrouver dans la montagne suisse. En août 42, un couple quitte le village pour participer à une course en montagne et quitte le village et leurs enfants et ils ne reviendront jamais. Voilà. Alors c'est inspiré d'une histoire vraie, l'histoire de Francine et Marcelin, leur nom de famille m'échappe là Dumoulin, qui sont partis effectivement, alors eux ils ne sont pas partis pour faire une course en montagne, ils sont partis en alpage pour s'occuper de leurs bêtes, et ils ne sont jamais revenus et on les a redécouverts à la fonte des glaciers en 2017.
Voilà. Donc ce livre raconte en fait la vie de ce couple avant qu'ils partent et la vie des enfants après le départ de ses parents qui sont jamais revenus. Et du coup, ça interroge sur est-ce qu'on fait un deuil ou on fait pas de deuil? Comment, si on en fait un, comment on le fait? Voilà. C'est un livre qui parle de la majesté de la montagne et de la fragilité des personnages. C'est un texte qui est fin, délicat. Et c'est aussi construit de façon comme une ascension en montagne. C'est-à-dire que c'est rythmé, c'est constant, il y a une économie de mots, de paroles, il y a une introspection, et l'auteur nous guide en fait dans ce récit. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, alors France Culture, il y a 2 podcasts sur l'émission Une histoire particulière, et c'est le retour de Francine et Marcelin, où il y a des témoignages, parce qu'il y a des enfants encore qui sont vivants et qui ont témoigné sur ce retour et sur cette, du coup, possibilité de faire leur deuil. Voilà, c'est très sympa. Belette, édité chez Le Tripode par, je suppose qu'on dit Mi, l'auteur. Voilà, qui est né en 1976, qui est passé par le théâtre, la danse et la poésie, et c'est son premier roman. Il fait 256 pages et on se retrouve sur les plages du Nord, sans doute de la France, mais ça peut être aussi de la Belgique. On pourrait aussi dire en titre Zazie dans le bunker. Hein, ça fait penser à Zazie dans le métro de Queneau. Et ce livre raconte la fugue d'une adolescente de 13 ans qui s'enfuit avec sa meilleure amie, Babine, qui est sa meilleure amie un peu cabossée, qui est sa bicyclette. Et voilà. Et elle va se réfugier dans ce bunker et elle fuit en fait la tabasse, comme elle dit, la tabasse de son père. Elle va se retrouver, elle va quand même à la découverte d'un monde peuplé de paumés et de mouettes. Et voilà. Alors c'est un peu particulier au niveau écriture, parce que c'est une langue un peu brute, un peu entêtante, poétique. Mais c'est vraiment une écriture qui est singulière et qui semble simple, mais en réalité qui va vous rythmer au fil de ses émotions à Belette. Et voilà, parce que elle dévale, en fait, les routes avec Babine, voilà, ça tabasse comme les claques, comme ses humeurs aussi, et voilà. On a un peu la boule au ventre et l'espoir suspendu au porte-bagages quand même. Hein. Et ce qui est aussi intéressant dans ce livre, c'est que Babine, la bicyclette et les plages sont vraiment des véritables personnages dans cette histoire. Hein, parce qu'il y a Belette, il y a les personnages à côté, mais il y a aussi Babine qui est vraiment tellement importante et la plage. Alors, Ceci est mon corps, chez Arléa, de Claire Yuen, qui est une écrivaine belge et qui vit à Paris. Elle a écrit 6 livres. Là, il fait 135 pages et l'ancrage, c'est le monastère. Donc là, on va retrouver Hélène, qui va souvent au monastère parce qu'elle va suivre des cours dans l'Enluminure, puis elle va suivre des cours dans l'Enluminure, et puis après, elle va faire un stage dans l'Enluminure, dans ce monastère, et puis après, elle va se poser la question... pourquoi je ne prendrais pas le voile? Parce que finalement, je ne suis pas si mal, il y a pas mal de choses qui me correspondent et tout ça. Et les nonnes, elles sont un peu heureuses parce qu'il y a quand même peu de gens qui ont envie de rentrer dans la communauté monastique. Et du coup, elles sont assez enthousiastes, voilà. Sauf qu'Hélène, elle est très franche avec elle-même et avec son passé, parce que normalement au monastère, on ne demande rien du passé des gens quand ils veulent prendre le voile, et elle leur dit moi j'étais Hervé avant. Et là, ça bouleverse un peu les choses, et du coup, l'enthousiasme soit s'effrite, soit perdure, ça dépend des personnages, et voilà quoi. Donc ce roman, il est intéressant, il est très court, hein, il est intéressant parce que c'est le regard de la position de la société par rapport au genre humain. Voilà, surtout là, c'est le monastère. Donc ça nous interroge. On découvre aussi le travail de l'enluminure, qui n'est pas négligeable dans ce roman, qui est intéressant. Et puis on se pose des questions sur la rigidité de l'institution. Et puis voilà, Hélène, elle nous aide à faire une acceptation de soi, elle se met en accord avec son âme et son corps, qui est devenu différent par choix. Et voilà, c'est un beau livre d'amour et de sororité, je dirais.
Le château des Insensés, c'est Liana Lévy, écrit par Paola Pigani. Donc Paola Pigani, elle est venue à la sélection 2014 et elle a remporté le prix avec pour N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures. Alors, le règlement du prix Roselyne Perrier dit que les auteurs n'ont pas le droit de revenir dans une sélection, il faut attendre 5 ans entre 2 sélections. Donc là, on a passé les 5 ans. C'est un roman qui fait 288 pages et qui nous parle d'une résidence en Lozère à Saint-Alban de Limagnol. Donc on est en France en 1939 et Jeanne est internée parce que malheureusement elle vient de perdre un nouveau-né et ça la rend folle, elle hurle et son mari qui est désespéré de sa situation est obligé de l'interner à côté de Paris à Ville-Évrard. Sauf que 1939, la guerre approche et qu'il faut déplacer tout cet asile. Donc ils sont, Jeanne est transférée avec tous les pensionnaires dans ce château à Saint-Alban de Limagnol, qui existe encore, en Lozère. Et donc on va les voir vivre dans cet institut. Mais la particularité de cet institut, c'est qu'il y a notamment un psychiatre qui est exilé d'Espagne parce qu'il fuit le franquisme et qui, avec un autre psychiatre, ont des nouvelles méthodes. Et c'est eux qui vont un peu enclencher la révolution psychiatrique dans ces hôpitaux. Et c'est aussi devenu un refuge pour des exilés comme Paul Éluard, c'est vrai, Paul Éluard qui a passé quelque temps avec son épouse. Et alors pour les plus anciens, Denise Glaser qui avait une émission qui s'appelait Discorama, qui a aussi séjourné là-bas. Donc c'est un lieu qui s'ouvre un peu secrètement, qui s'ouvre aux Juifs, aux résistants. C'est un lieu refuge pour tout un tas de personnes. Et notamment, je sais que par exemple les médecins déclarent qu'il y a plus de maladies pour avoir plus de nourriture pour les habitants de ce château. C'est vraiment une écriture qui est tendre, qui est forte. C'est une plume sociale aussi. Paola Pigani, on le sait, voilà. C'est un fait historique aussi. C'est l'institution psychiatrique novatrice. C'est une œuvre qui est attentive aux situations de relégation sociale et aux solidarités. Et voilà. Et sur France Culture, toujours une histoire particulière, un récit documentaire en 2 parties. C'est des podcasts qui s'appellent « Un asile à l'abri de la folie du monde ». Et donc, pareil, j'ai écouté cette émission et c'est très intéressant d'entendre parler de ce lieu qui est vraiment atypique. Col rouge, édité chez Calman Lévy de Catherine Charrier, qui a écrit 4 livres et qui travaille dans une agence de com. Il fait 481 pages. Et là, on est à l'hôtel Drouot et aussi un peu en Savoie. Et en fait, c'est une histoire qui part à partir de 1961 avec un couple savoyard qui part à Paris. Donc, monsieur part d'abord pour intégrer l'hôtel Drouot et devenir commissionnaire de l'hôtel des Ventes. C'est un roman historique. Moi, je ne connaissais pas du tout les cols rouges. Les cols rouges parce que, en fait, leur uniforme, c'était des cols rouges on les appelait pas par leur prénom. Ils avaient un numéro brodé de 1 à 100. Et on se passait le col rouge de génération en génération et de choses comme ça. Et donc, c'est une saga familiale qu'on va suivre de 1861 à nos jours, donc avec la filiation. C'est pas très compliqué à comprendre, mais de toute façon, il y a un arbre généalogique là, ici, qui explique tous les protagonismes de ce roman. Voilà, alors, donc on va les suivre dans cet hôtel de Drouot, jusqu'à... parce qu'en fait, les commissionnaires, ils se sont montés en union des commissionnaires de l'hôtel de vente, UCHV, et parce qu'ils pouvaient travailler 7 jours sur 7, 15 heures par jour. En fait, c'était des manutentionnaires à l'époque. Et après, il y a eu aussi des crieurs de prix, et voilà, ils livraient les meubles, voilà. Et donc, ils se sont montés pour avoir une espèce de protection sociale, une protection dans leur unité. Ils se sont montés en union. Par exemple, si quelqu'un devenait veuve, on donnait un peu d'argent à la veuve pour qu'elle puisse vivre avec ses enfants et tout ça. Et
quand il y a des ventes, quand on appelle l'hôtel de Rouen en disant voilà, il faut vider l'appartement de maman, elle est morte, vous mettez tout en vente, il y a des choses qui ne sont pas inventoriées et qui passent dans la YAP. La YAP, c'est un mot argotique pour dire la récup. Et donc, les commissionnaires avaient leur YAP d'abord pour meubler leur petit appartement modeste, jusqu'au moment où ils ont été beaucoup trop loin, et ce qui a dissous l'union des commissionnaires de l'hôtel de vente. Donc c'est toute cette histoire dans une belle saga familiale. Voilà. Moi je ne connaissais pas, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, et on découvre de ce système qui s'appelle la YAP, la récup, quoi. Là, des fois, il y avait des belles récup. Hein. Parce qu'évidemment, à force, ils se professionnalisaient, ils connaissaient les artistes, ceux qui valaient de l'argent et tout ça. Ça, c'était des choses qui passaient hors catalogue, parce que, bon, voilà. Mais il y a eu... ça a été au tribunal, voilà. Malentendu, édité chez Elisade, qui est une petite maison d'édition qui porte les voix des auteurs du nord de l'Afrique. Et l'auteur s'appelle Asa Filali, elle est romancière et médecin, et elle a déjà écrit 12 romans. Donc là, on part en Tunisie pour 328 pages. Et là, on est avec Emma en pleine canicule, qui est avocate à Tunis et qui accepte une mission parce qu'en fait, à Tunis, elle n'a pas trop de choses à faire, parce que c'est une femme, parce que voilà, les hommes, voilà. Bon. Donc, elle accepte une mission et de partir à Djerba pour sensibiliser les femmes à leurs droits civiques et pour leur dire qu'elles peuvent disposer d'une carte d'identité, qu'elles peuvent aller voter, et voilà. Et elle doit rédiger un rapport pour un plan d'aide plus large destiné aux femmes de Djerba. Et donc elle va ouvrir un petit local, elle va écouter les femmes, on les fait comprendre que évidemment qu'est-ce qu'elle vient nous changer là, et voilà. Et elle va elle-même se transformer, se dire mais finalement est-ce que moi je suis si libre que ça, est-ce que voilà, donc ça va lui poser plein de questions. Ce roman, il est, je dirais, presque léger, et ça permet de nous dire est-ce que c'est si facile de bouleverser l'héritage culturel, donc la position des femmes dans la société. Ça permet aussi de voir Djerba non touristique, parce que Djerba, voilà. Et puis, est-ce que les beaux projets qui sont pensés dans des bureaux bien loin en Europe ou tout ça, conviennent vraiment au terrain ? Voilà, ça pose toutes ces questions-là. Voilà, et là on a un petit coup de soleil. Donc on va changer sur un roman historique, polar historique, qui s'appelle Malheur aux vaincus, de Gwenaël Bulto à la Manufacture de livres. Donc Gwenaël Bulto, il est professeur des écoles, normalement il viendrait, mais il habite à l'opposé. C'est un roman qui fait 320 pages et on est à Alger. C'est un roman noir historique. Donc on se retrouve en 1900 sur les hauteurs d'Alger la Blanche, et on est dans la demeure de la famille Wendel, qui est le théâtre d'un massacre. Voilà, il y a eu 6 meurtres. Donc les maîtres et les domestiques ont été assassinés. Et on pense que c'est les forçats qui travaillaient chez eux qui ont assassiné toutes ces personnes-là. Donc un lieutenant est chargé d'enquêter, le lieutenant Julien Colster, et il va enquêter dans la ville, et ça ne va pas être si facile qu'il ne croit. Alors c'est un polar sur une période très complexe. Alors ça nous permet, c'est une intrigue policière qui nous permet de comprendre l'horreur de la colonisation, et puis de nous distancer par rapport aux propos des bienfaits des colonies aussi, de comprendre pas mal de choses. Oui, voilà, ça met en scène la Troisième République coloniale. Et puis on mesure aussi le chaos qu'il y avait dans la ville d'Alger à cette époque-là, parce qu'il y avait beaucoup d'antisémitisme. Et aussi, ça parle d'un fait que je connaissais pas, un fait sanglant et qui a été oublié dans les livres d'histoire, la mission Voulnay-Chanoine. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, mais vous le découvrirez dans ce roman.
C'est un roman qui peut être parfois difficile à lire. Pas parce qu'il y a des scènes un peu... Voilà. Pas parce que le texte est difficile à lire, mais parce que c'est la réalité nous a rattrapés. Souviens-toi des abeilles, donc chez Gallimard, de Zineb Mekouar, qui va venir. Donc c'est une auteure qui est née à Casablanca. Il fait 167 pages. Et là, on est au Maroc, dans le Haut-Atlas, au nord-est d'Agadir, dans le plus grand rucher coopératif au monde. Donc on a Anir, ce jeune garçon, 10 ans, qui aime écouter les histoires de son grand-père, et en particulier celles qui parlent du rucher, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce rucher collectif et tellement d'histoires qui se sont passées. Mais malgré tout, le petit garçon grandit en s'occupant des abeilles, mais sa mère et son grand-père lui cachent un secret. Donc c'est une fable écologique, touchante et actuelle, parce que ce rucher existe, hein, justement, j'ai trouvé les photos. C'est un roman c'est une écriture très synesthésique, c'est-à-dire que vous allez sentir la chaleur, la terre, le vent, c'est vraiment... c'est presque documentaire, mais elle utilise peu de mots pour dire plein de choses, et c'est ça qui est chouette dans ce roman. Et puis c'est aussi sur la beauté de la transmission intergénérationnelle et à l'attachement à une terre nourricière. Voilà. Alors, Traverser les forêts aux éditions du Rouergue de Caroline Hinault, c'est son 3e roman, il fait 192 pages et là on est en forêt primaire de Bologne. Ce qui est hyper intéressant dans ce roman, enfin ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'on a un lieu, on a 3 femmes, on a 3 appréhensions de la forêt différentes. Et c'est ça qui est complètement dingue. Donc on a Vera, qui est journaliste biélorusse, qui s'exile au milieu des arbres et des bêtes pour un peu souffler, réfléchir à sa vie. Nina, qui pense que l'Occident va lui ouvrir des portes, et puis elle ressasse un peu ses illusions perdues. Qui s'occupe de son fils, Et puis il y a Alma, qui tente de franchir la frontière, donc c'est pas tout à fait... et qui cherche à survivre et à passer la frontière. Suivant qui on est, traverser la forêt expose soit à l'enchantement, soit à la descente aux enfers. Et donc on parle de fragilité de la nature, on parle de la fragilité de l'être humain. Et l'auteur nous confronte à l'épaisseur, à la noirceur, à la réalité. C'est assez puissant comme roman, c'est addictif, c'est assez beau aussi, hein, parce qu'on a une très très belle forêt. C'est une écriture engagée. Et puis on ausculte aussi les mécanismes de la peur et de la haine dans tout ça. Et voilà, et on est à la frontière géographique, intime et sociale. Trop humain, chez Buffet-Chastel, de Anne de la Flotte-Mendevy, qui est née en 67 et qui vit à Nice. C'est un roman qui fait 368 pages, et là, l'ancrage, c'est le village de Tarcy, qui somnole un peu, ce village. Il y a encore Suzy qui tient le bar qui s'appelle le Bal. Et puis il y a des néo-ruraux qui arrivent un peu s'installer, et puis il y a ce retraité qui vient d'acheter le presbytère, à qui il lui arrive un petit malheur, il peut plus, après un accident, il peut plus très mobile. Donc il va se faire soigner, et quand il revient avec une IA, un chat. Et voilà. Et là, ça va bouleverser un peu la vie de village, parce que le chat, pour s'enrichir, va recueillir les confidences de Suzy qui tient le bar, et ça va un peu bouleverser toutes les relations humaines. Donc on aborde la problématique de l'IA. C'est une belle restitution des esprits de petits villages. On en est où dans la relation humaine, dans la solitude, ça nous interroge là-dessus. C'est un roman qui est doux et amer à la fois. Et pareil, on aborde le sujet de la peur et de l'inconnu. Alors, le dernier, Le Veilleur du Lac aux éditions Seuil, de Nicolas Leclerc, qui viendrait aussi. Donc il a écrit 5 romans noirs, il travaille pour la télévision, il fait 400 pages, et là on part dans le Jura. Et donc dans un petit village paisible, idyllique,
à Malmaison-le-Lac. Les habitants sont un peu sous l'état de choc puisque on retrouve la famille Parisot, la maison de la famille des Parisot, et la famille a disparu. Et donc le capitaine de gendarmerie, Bruno Albertini, se rend dans la bâtisse et il va vite comprendre que la jeune ado s'est enfuie et donc pense que c'est elle qui... Parce qu'il est persuadé, on ne sait pas, mais il est persuadé qu'en fait toute la famille a été assassinée. Il y a des indices qui montrent que voilà, mais on n'a pas de corps. Ça fait penser un peu à l'affaire Flactis en Haute-Savoie, voilà. Alors c'est un suspense du début à la fin, ça ne vous lâche pas. La psychologie des protagonistes est vraiment fouillée et on a vraiment leurs émotions, c'est vraiment palpable. L'auteur il décrit des ambiances et des paysages, des tempêtes, c'est vraiment incroyable. Et sans dévoiler les dernières pages, en fait notre façon de penser, elle change à la fin. Qui a fait quoi, qui est qui, enfin ça nous tient du début à la fin. Et puis ça traite aussi des non-dits familiaux dans ce roman. Et puis ça pourrait être nos voisins aussi. Et du coup, voilà, c'est bien mené et c'est surprenant. Alors pour l'instant, on a 2 séries ici. Après, à Pont-à-Mafré, on aura une 3e série en prêt.